Nouveau générique, nouvelle saison, les pistonnets sont de retour après très exactement 103 jours de silence. On a pris notre temps, mais on est avec vous bien sûr en 2021 et c'est bien peut-être là la meilleure nouvelle de cette nouvelle année, les pistonnets, le talk F1 préféré de ton pilote préféré bien évidemment, avec son habituel casting à faire pâlir la concurrence. Je vais d'ailleurs commencer bien par l'homme qui m'a fait vivre une vraie power stage, on peut le dire, dans sa C1 ce matin, c'est monsieur Brice Germain, excellent pilote sur les rues, dans les rues parisiennes. Salut Brice. Salut, bah écoute, oui effectivement il y avait des rumeurs comme quoi j'étais pas un très très bon pilote, donc fallait que je te prouve que je savais piloter. Et surtout pour ce matin, c'était important. C'était sport, en effet, c'était très important et j'aurais dû vous filmer ça parce que c'était absolument extraordinaire. Taxi 6, peut-être bientôt dans les salles, avec Brice Germain à la place de Sami Nasseri. Celui qui va l'accompagner n'est pas le fils de Valtteri Bottas, mais l'un des chouchous, bien sûr, du public des pistonnets. Monsieur Hamza Rahmani est avec nous. Salut Hamza. Ça va? Écoute, super. Plaisir de retrouver ce beau plateau. C'est franchement, honnêtement. Ça fait du bien, hein? Ça fait beaucoup. La pause était nécessaire, mais là, on est content de revenir quand même. Très, très, très content, bien sûr, de revenir. On voulait surtout revenir avec une surprise, les amis. Pour rien vous cacher, elle est avec nous. C'est le crossover que vous nous réclamiez depuis, je pense, maintenant 1 an et demi, oui. près de 2 ans. Monsieur Jean-Louis Moncey est notre hôte de luxe aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis, comment allez-vous déjà? Messieurs, bonjour, bien, très bien, merci de m'accueillir. Écoutez, J'aime bien le terme de crossover, d'ailleurs. Tout le monde nous réclamait votre présence, Jean-Louis. tout le monde réclamait votre présence dans cette émission. Alors, pour tout vous dire, on a l'habitude de se tutoyer sur ce plateau. Impossible de tutoyer monsieur Jean-Louis Moncey. Donc on va vous voyer, bien évidemment, ne soyez pas choqués. Dans le débat, si c'est un petit peu... Il y a un truc qui Mais enfin, Jean-Louis, Il va peut-être se passer des choses, en effet. Jean-Louis, vous êtes officiellement à la retraite depuis le 29 décembre dernier. Et pourtant, en allumant ma télé la semaine dernière, en achetant bien sûr les magazines spécialistes de l'automobile et du sport automobile, vous étiez absolument partout. Vous êtes vraiment à la retraite, Jean-Louis? Non, alors pas partout. Alors oui, vraiment à la retraite. Mais j'ai promis, par exemple, à Autoplus, de continuer à faire des papiers quand ils ont besoin de papiers historiques. Par exemple, si on doit parler de Jackie Stewart, ou même de Kimi Räikkönen, puisque je vois son casque, ça, je peux le faire. Mais il faut quand même ralentir. Un hebdomadaire, vous ne savez pas vous, je vais le dire, c'est un fil à la patte. Ouais. Vous faites une émission, vous le savez. Et donc, ça, je vais ralentir là-dessus. Je continue sur Sport Auto Classique, qui est une belle revue où on a du temps et de l'espace et de l'histoire. Et voilà, ça, je continue comme ça tout doucement. Mais je suis allé à Canal parce que Canal voulait, en quelque sorte, fêter mon départ en disant voilà, Jean-Louis nous laisse, on va faire quelque chose. Voilà, et j'ai accepté pour vous aussi à cause de ça. Après, je serai tranquille. Peut-être que je ne regarderai pas le prochain Grand Prix. D'accord. Ah bah ça c'est une info. On commence. Vous avez vu celui d'hier, bien évidemment, Oui. Jean-Louis, hein, bien évidemment. On regarde tout de suite le sommaire de cette émission des pistonnets. Vous allez le voir. On va débriefer ce premier Grand Prix de cette saison 2021 du côté de Bahreïn, remporté, vous le savez, par Monsieur Lewis Hamilton. L'interview, et oui, le petit décryptage avec Jean-Louis Moncey. On reviendra un petit peu sur cette carrière. Alors Jean-Louis, malheureusement, cette émission ne fait pas 3 heures. Ça sera une petite rubrique, mais il faudra revenir sur des éléments importants. Allez, l'excellent Alexandre Caldi sera avec nous d'ailleurs et va vous remémorer des bons souvenirs, on en parlera tout à l'heure. Le débat aussi également sur la question bien sûr de Mercedes. Mercedes réellement dans la sauce, réellement en difficulté, l'écurie allemande. Et on ira même un petit peu plus loin sur la question des dominations. Est-ce que la FIA, est-ce que la F1 doivent justement intervenir pour mettre fin à certaines dominations? On fera appel à vos souvenirs bien évidemment, Jean-Louis, dans ce cas-là. Et puis le quiz de la mort, on peut le dire ainsi même. Dans cette fin d'émission, vous allez voir, j'ai plein de belles surprises à vous distiller juste comme ça. Tout de suite les amis, on ne perd pas de temps et on lance le débrief du premier Grand Prix de cette saison 2021. Ça y est, la saison est repartie, enfin, on l'attendait et le premier Grand Prix a eu lieu le week-end dernier du côté de Sakhir à Bahreïn, marqué notamment par la 96e victoire de Lewis Hamilton. On regarde tout de suite le classement à l'arrivée de cette course. Hamilton qui a battu également le nombre de records de tours passés en tête. Il en est désormais à 5126. 14e podium également pour le trio Bottas, Hamilton, Verstappen. 2 McLaren, 2 Ferrari dans les points. Et puis à noter les premiers points également de Yuki Tsunoda et de l'écurie pour son retour Aston Martin. Ce qui nous emmène tout de suite aux 4 enseignements suite à ce Grand Prix de Bahreïn. Le premier, tout naturellement, on va évoquer ce duel Hamilton-Verstappen. On va évoquer également le duel McLaren-Ferrari. Duel mythique pour les jeunes des années 90 que nous sommes bien sûr. La sensation Tsunoda, le japonais qui nous a beaucoup plu sur ce week-end. Et puis un double constat, Sébastien Vettel nous a beaucoup déçus.
Et Fernando Alonso, lui, nous a beaucoup surpris. On fonce tout de suite sur ce premier enseignement. Est-ce qu'il pourrait être, du coup, le grand duel de cette saison 2021 Lewis Hamilton contre Max Verstappen. Regardez plutôt avec ce tableau le mano à mano qui a duré bien sûr tout ce week-end. Verstappen qui a dominé les essais et les qualifications. La stratégie parfaite de Mercedes en course qui a permis à Lewis Hamilton d'effectuer l'undercut lors de son premier passage au stand au 14e tour. La bataille du 53e tour, et j'attends votre avis là-dessus. Fallait-il que Max Verstappen redonne sa place? Et puis ce refrain de 2021 qui semble déjà se dessiner au mois de mars, des écarts resserrés entre Mercedes et Red Bull, ces deux écuries qui sont quand même seules au monde, on peut le dire, et puis Lewis et Max, deux leaders incontestables au sein même de leurs écuries. Ça, c'est une question bien sûr que je vais vous poser juste avant la petite déclaration de Lewis Hamilton, parce qu'il l'a dit hier, cette victoire a été difficile. Regardez ce qu'il déclarait à l'arrivée de ce Grand Prix de Bahreïn. Chaque année, on me demande si j'ai atteint mon apogée. Je pense que j'y suis, mais Max est vraiment bien en ce moment et j'adore le défi à venir cette saison. Lewis Hamilton qui peut l'arrêter, peut-être la 5G, voilà, c'est peut-être une possibilité. En tout cas, votre avis, messieurs, sur le duel Verstappen-Hamilton. Jean-Louis, je suis obligé de vous lancer en premier sur ce sujet. Alors, pour ce qui concerne Hamilton et Verstappen, je pense qu'on a encore affaire, je vais être un peu dur, mais au professeur et à l'élève. Mais je crois que Max peut faire de très belles choses cette année et on ne pourra pas parler de ça sans parler des machines qui vont avec. Je pense que le secret important de Verstappen, c'est d'avoir une RB16B, celle de l'an passé refaite, parce que c'est un peu le défaut de Red Bull, ça, d'avoir toujours une voiture vraiment nouvelle, prête pour gagner, mais finalement elle n'est pas prête et les délais reculent pendant la saison. Là, ils ont une voiture qui est juste une évolution, enfin juste. C'est une vraie évolution, naturellement. Pour préparer 2022, il faut du temps, donc ils le prennent, ils font cette voiture-là, et je pense que c'est la voiture de l'an passé vraiment mise au point, qui était déjà pas mal du tout l'an passé, qui a vraiment performé. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, je vais parler juste un mot, pas prendre tout le temps, pour Mercedes. Mercedes, ils ont fait une nouvelle voiture, mais je crois que sur le plan du moteur, Mercedes va garder quand même un petit avantage, parce qu'ils ont toujours non pas un coup d'avance, mais un petit pion à pousser au cas où. Et vous pouvez être sûr que d'ici Imola et d'ici Portimao, il y aura des choses nouvelles sur la voiture. Déjà que ça a évolué entre les essais hivernaux qui a été il y a 11 jours avant le début de la saison. On voit déjà une Mercedes qui est beaucoup plus stable qu'elle ne l'était aux essais. Donc s'il y a 3 semaines après de gap, autant dire qu'en vrai, Imola, ça va être différent. La Gazzetta annonce déjà un nouveau fond plat pour Mercedes. Oui. Après, ils ont un problème moteur aussi, Mercedes. Ils ont un problème de dérating, c'est-à-dire qu'il y a le MGUK qui est défaillant dans les virages rapides. On a pu le voir dans le secteur 2 où Max reprenait énormément de temps à la Mercedes. Donc oui, le duel va s'installer, mais il faut que cette Red Bull garde aussi l'avantage qu'elle a pour le moment. Et ça, c'est pas encore gagné. Donc la voiture est plus stable que l'an dernier, elle est moins nerveuse, mais elle reste encore certainement inférieure, en tout cas dans la possibilité de développement, à la Mercedes selon moi. Je suis pas sûr que ce soit un problème moteur, parce qu'on voit avec Aston Martin, la vitesse de pointe, elle est là. Si on prend les... Trop rapide. Ouais, si on prend les Q3, Mercedes est en difficulté par rapport à Red Bull, justement sur la fin des lignes droites. Et effectivement, là, on en revient notamment au problème d'énergie. Mais moi, ce qui me rend absolument dingue avec cette Mercedes, c'est qu'on a l'impression, on entend ce week-end, Mercedes limite est en crise. Et Mercedes fait P2, P3 en qualif et fait P1, P3 en course. C'est complètement fou. Mais ça c'est ce qui arrive aux plus grands à chaque fois. Ça. Dès qu'il se passe quelque chose, oh là, catastrophe. Non, bien sûr qu'ils sont là. La preuve, ils ont gagné. Et de la même manière, la capacité, on le disait souvent la saison dernière, Lewis Hamilton a scoré les gros points, même lorsqu'il ne doit pas scorer. On se souvient de ce Grand Prix de Turquie complètement fou qu'il va quand même aller gagner. Hier, ce week-end, c'est de la même manière un Hamilton qu'on attend derrière Verstappen. Et exactement, c'est peut-être un peu dur, mais pour le moment, c'est l'élève et le maître. Et on connaît cette capacité qu'a Lewis Hamilton parfois à aller chercher, comme on y reviendra à l'incident du virage 4, à l'expérience, de le pousser un tout petit peu. Et à l'expérience, justement, d'aller gagner cette course. Justement, votre avis sur ce qui s'est passé au 53e tour, au virage 4 de ce Grand Prix de Bahreïn. On le rappelle, la manœuvre, bien sûr, de Max Verstappen qui met les 4 roues en dehors, bien sûr, de la piste. Le message de Christian Horner pour Max Verstappen, il faut laisser passer Lewis. Il laisse passer Lewis. Lewis, il ne reverra plus puisqu'il va aller remporter ce Grand Prix. Beaucoup de gens ont dit après la course, Max Verstappen aurait dû maintenir sa position, quitte à être pénalisé à la fin de cette course. C'est quoi votre position sur le sujet ? Pénaliser, c'était de toute façon le perdre.
le Grand Prix. Il faut être clair avec ça. Et donc, ils ont choisi une solution possible, potentielle, la meilleure, parce que dans ces cas-là, nous, on est là, derrière, dans le studio. C'est le 10e de seconde, la décision de le faire, et peut-être de relancer Max. Il a essayé, mais là, je crois que les pneus en avaient pris un coup trop sérieux, et que c'était difficile. Déjà, dans la remontée de Max, c'était dur. Vous vous rappelez des messages. Les messages étaient doucement sur les pneus. Les mêmes messages d'ailleurs à Lewis Hamilton. Attention aux pneus. Et ça, on n'en a pas parlé encore, mais là, les pneus ont joué un rôle décisif dans l'histoire. Et bon, avec une stratégie un peu différente, certes, mais ils ont joué leur rôle et Max n'a pas pu revenir. Après être sorti complètement et très visiblement. En réalité, l'histoire est là, c'est que les caméras étaient sur lui, forcément, et donc ça a joué. C'est peut-être ça aussi la différence et qui fait l'élève et le maître encore, c'est que Hamilton, il a des pneus plus vieux que ceux de Verstappen. Et il dit à la radio, 20 tours avant l'arrivée, il va falloir vraiment les gérer, ceux-là, parce que je sens que je ne terminerai pas. Je ne peux pas aller plus vite, je dois laisser revenir Max, sinon je ne terminerai pas avec ces pneus. Et il garde finalement le capital suffisant pour pouvoir se défendre, certes, avec une attaque qui est passée au virage 4, mais finalement, il a eu encore cette intelligence-là, ce surplus de gestion que n'a peut-être pas encore totalement Max Verstappen, qui fait que oui, Hamilton est encore un peu au-dessus. Et Hamilton, ce week-end, je l'ai trouvé à 100% de ses capacités pour se défendre. Et c'est là que j'estime que ça va être une saison incroyable, c'est que j'ai vu Hamilton faire une erreur. J'ai vu un Hamilton mis sous pression réellement, un Verstappen qui va aller chauffer ses pneus trop fort. Je les ai vus tous les deux au max. Et ça, pour moi, c'est très très bon pour la suite. Est-ce Hamilton qui fait une erreur ou est-ce Hamilton qui est en difficulté avec une voiture ? On se souvient la saison dernière, il disait souvent « je pilote la meilleure voiture de ma carrière ». Là, le constat est que Max Verstappen, il pilote une voiture, on l'a entendu ce week-end, il prend un plaisir fou à piloter cette voiture. Et il y a aussi un aspect mental, je pense, à prendre en compte, c'est qu'il y a un Verstappen qui fait un gap entre une voiture, notamment la saison dernière, assez instable, assez nerveuse, et là, il se retrouve avec peut-être la meilleure voiture de sa carrière. D'un autre côté, il y a un Lewis Hamilton qui pilotait la meilleure voiture de sa carrière et qui aujourd'hui découvre une voiture finalement beaucoup plus instable. Vont-ils régler les problèmes ? Ça, on le verra sur les prochains Grands Prix. Mais peut-être que cet aspect mental, il va aussi falloir une petite adaptation à Lewis Hamilton pour se dire « Ok, alors j'ai plus du tout la voiture de la saison dernière qui me donnait un plaisir fou et qui me permettait d'écraser la concurrence. Donc il va me falloir me remettre. » Mais mine de rien, ça fait quand même 25 points pour Lewis Hamilton. Vous devez vous rappeler quand même que Hamilton, ce qui fait sa force, en dehors de tout le talent des pilotes qu'on connaît tous, c'est sa vista de la course, son intelligence de la course. Il a toujours été canon là-dessus. Il a appris au fil des années, au fil de ses titres mondiaux. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de Max, qui quand même commence à apprendre. Parce que quand vous regardez les stats, finalement vous vous rendez compte que Max, il en est quoi, 120 Grands Prix ou quelque chose comme ça, et il a 10 victoires. À la même époque, vous prenez Prost, il y en avait 27 ou 28, vous prenez Hamilton, dans ce même fourchette, ce même laps de temps, il était à 35 ou 36 victoires. Max, il est un peu en retard là-dessus. Et donc, on a dû lui dire, tout l'hiver, attention, il faut maintenant piloter en fonction du titre mondial et pas en fonction de la victoire donnée. Bien sûr que la victoire, ça mène les titres, mais là, je pense qu'il a donné l'une de ses meilleures courses, Verstappen. Bien qu'il y ait eu ce virage 4, mais ça, on pourra gloser sur le fait que la FIA nous promène de droite et de gauche depuis je ne sais pas combien d'années sur ces histoires de limites de virage et de capteurs et pas de capteurs et vous pouvez et vous ne pouvez pas. Ça, c'est un flou artistique. Un problème de constance dans la décision, ce que vous dites. C'est un flou artistique impensable pour une discipline aussi professionnelle que la Formule 1. Je pense que tu as employé le terme, c'est la constance, c'est la cohérence. On voit sur la note de Michael Masi, vendredi, samedi, tout pilote qui ira à l'extérieur au large au virage 4 verra ses tours annulés. Mais en course, Charles Leclerc l'a confirmé au micro de Will Buxton sur la F1 TV, Norris aussi je crois. En course, vous pouvez faire en gros ce que vous voulez, il n'y aura pas de pénalité. Et en course, parce que Red Bull note, Lewis Hamilton a quand même à 29 reprises sur 56 tours est allé au large en course. Et en course finalement, parce que Red Bull parle publiquement, mais finalement, Michael Masi ou la direction de course va contacter Mercedes pour leur dire finalement arrêtez d'aller trop large au virage 4, à l'extérieur du virage 4. Et Red Bull estime à 2 dixièmes le gain justement à l'extérieur de ce virage 4. 2 dixièmes 29 fois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. on est sur un petit pactole. On est d'accord. Et Christian Horner a dit qu'on ne peut pas l'autoriser en course et pas pour les dépassements. À un moment donné,
Pour le coup, dans beaucoup de choses dans la vie, il faut de la nuance. Là, non. Il faut que ce soit noir ou blanc et pas gris, là, en l'occurrence. Surtout que le gain, on parle souvent de... Là, concrètement, c'est pour cela que Max Verstappen a été pénalisé. C'est qu'on ne peut pas prendre un avantage d'un dépassement, en l'occurrence à l'extérieur. Gaining an advantage. Mais C'est le terme. 2 dixièmes par tour à l'extérieur, on prend aussi un avantage. Clairement. Ça nous amène au deuxième enseignement, les amis. Je pense qu'on a énormément parlé déjà de Verstappen et de Lewis Hamilton. On va reparler de la question de Mercedes dans quelques instants, mais évoquons quand même ce duel qui pourrait se profiler là encore entre deux écuries mythiques de la Formule 1, McLaren d'un côté, Ferrari de l'autre. Alors McLaren, est-ce qu'on peut parler de déception sur ce week-end? Moi, personnellement, j'ai été un petit peu déçu par rapport à notamment ce que l'on pouvait attendre du potentiel de cette voiture. Certes, ils prennent 18 points, ce qui n'est pas rien sur la première course, mais ça a été un petit peu plus laborieux que prévu en qualification. Le rythme de Ricciardo, je ne sais pas si vous avez vu, mais était pas incroyable, on peut le dire, sur la course. Et puis du côté de chez Ferrari, il y a quand même du mieux, 2 voitures en Q3. On avait perdu l'habitude de voir deux Ferrari en Q3. Leclerc à la bataille, bien sûr, avec McLaren, et ça a d'ailleurs été un bon vent de fraîcheur dans cette course. Et puis les premiers points aussi également de Carlos Sainz Jr. Regardez ce que disait Charles Leclerc à l'arrivée de cette course. Charles Leclerc, qui était optimiste, mais un petit peu déçu quand même. Nous ne sommes pas encore où nous voulons être. Comme je le dis toujours, ça, ce n'est pas Ferrari, mais c'est un pas en avant important et c'est un bon point à retenir et à prendre pour la prochaine course. Il redécouvre un peu le mot optimisme, notre ami Charles Leclerc. Ce duel Ferrari-McLaren, est-ce qu'on peut y croire, on va dire, en vue de cette troisième place? Et surtout, quelles ont été vos impressions, à vous, messieurs, concernant la prestation de McLaren, concernant la prestation de Ferrari ce week-end? Bien, déjà, je trouve que Norris a fait une très belle course. Beaucoup plus belle que celle de Ricciardo. On reviendra peut-être sur Ricciardo, mais Ricciardo dans le paddock, il est souriant, il est sympa, etc. Mais ne le croyez pas que ça passe toujours auprès des gens. Beaucoup de médias et beaucoup de gens dans les équipes estiment qu'il est, les Anglais disent overrated, surcoté. Et que ça, c'est finalement, il a montré quand même, parce que Norris c'est un jeune par rapport à Daniel, il faut voir les choses en face. Il s'est bien débrouillé et lui, il a grimpé par rapport à sa position sur la grille de départ. Parce que le Ricciardo, ça a été assez moyen. Maintenant, pour en revenir à votre question, mon cher, moi je pense que McLaren avec son moteur Mercedes a plus de chances que Ferrari. Ferrari, ils sont obligés de tout reconstruire. Avec les bêtises qu'ils ont faites en 2019, ils sont obligés de reconstruire un moteur. Le moteur, il va falloir quand même l'élaborer. Il n'y a pas seulement le banc d'essai. Il va falloir ranger ça. Le châssis, j'espère qu'ils l'ont adapté. Le chef aérodynamicien, David Sanchez, c'est un type qui a de la bouteille et qui est passé dans plein d'équipes, qui peut faire des belles choses. Mais là, lui, il est dépendant du nombre de chevaux qu'il y a dans le moteur. Et là, on peut croire que Mercedes, quand même, ils ont l'air un peu meilleurs que le moteur Ferrari. Mais est-ce qu'on ne s'attendait pas, finalement, avec l'intégration de ce moteur Mercedes dans cette McLaren, à mieux que 40 secondes de la tête? Parce que, voilà, c'était un petit peu le cas l'année dernière, et on se disait, l'arrivée du bloc Mercedes va permettre, parce que le châssis a l'air extrêmement bon, vous voyez McLaren devant Renault, avec le même moteur. Donc on se même à l'époque Honda. Oui, même à l'époque du moteur Honda, on se disait que le châssis était quand même bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une régression du châssis avec l'intégration du bloc Mercedes? C'est ce que je me pose comme question. Je suis obligé de vous rappeler qu'il y a eu 3 jours d'essai seulement. Oui, c'est vrai. Il faut laisser le temps d'intégrer tout ça. Je pense que chez McLaren, ils ont aussi des armes prévues dans les établis pour arranger ça. Mais je crois qu'avec le moteur Mercedes, pour l'instant, j'y reviens, je pense que ça sera mieux. Et je pense qu'on va les voir un peu mieux. Ferrari, pour l'instant, je n'y crois pas encore trop. Et puis il y a ce nouveau diffuseur. Alors, ils sont peut-être les seuls à avoir pensé à ce nouveau diffuseur et adopter cette stratégie finalement audacieuse. Mais je pense que ça, plus le moteur Mercedes, effectivement, il va falloir laisser quelques grands prix. Il faut quand même rappeler que ce qui sera extrêmement rare cette saison, il y a quand même 3 semaines avant Imola. Et après, on aura encore 2 semaines. C'est sur la seconde partie de saison que le rythme va s'intensifier. Donc je pense que les progrès, aussi bien de McLaren que finalement de beaucoup d'autres équipes, à part peut-être Haas, on va avoir beaucoup de progrès sur la première partie de saison. Et je pense que McLaren sera l'équipe à suivre. Effectivement, là aussi, si on voit, ils font 4 et 7, c'est l'équipe derrière Mercedes et Red Bull qui score avec le plus de points. Je pense que, ok, il y a peut-être une déception parce qu'on les attendait peut-être vraiment plus proches. Effectivement, 46 secondes, c'est quand même énorme. Mais sur l'ensemble de la course, les 3 devant, ils allaient à un rythme des avions. Et je pense vraiment que McLaren, sur l'ensemble de la saison, après, effectivement, il va falloir que Ricciardo, c'est lui quand même qui porte le nouveau projet, à mes yeux en tout cas, de McLaren. Il va falloir que Ricciardo se mette très très vite au niveau. Lui aussi, il est en apprentissage, mais il va falloir qu'il se mette au niveau. Je suis pas sûr que Ricciardo porte le projet.
Je pense que c'est vraiment Lando Norris. Je me demande si ça va pas être Norris qui est beaucoup plus jeune et finalement qui a plus d'allant que Daniel. Là, Daniel, moi j'ai trouvé décevant sur cette course par rapport à Norris qui a grimpé par rapport à sa position sur la grille de départ. Daniel, ça a été assez moyen. Maintenant, je vais tempérer votre enthousiasme. Il faut attendre Portimao. On aura Imola, c'est encore un circuit où on peut tirer les freins, la consommation d'essence, etc. Je fais une parenthèse, l'an passé, les pilotes se sont été éblouis par Imola. Moi, j'ai toujours trouvé ce circuit complètement merdique. Et donc bon, il y avait des arbres, c'était beau, machin, etc. Mais en fait, ça vaut zéro. Portimao, ça, c'est autre chose. Et là, à Portimao, on refera les comptes. Souvenez-vous-en. Quelques morceaux de bravoure à Portimao pour ceux qui avaient suivi la course l'an dernier. Troisième enseignement, vous avez été déçu, Jean-Louis, par Daniel Ricciardo. Est-ce que vous avez été impressionné par Yuki Tsunoda? Regardez plutôt avec ce petit tableau. Alors déjà, il y a un premier constat, c'est que cette AT02, cette nouvelle AlphaTauri, semble être bien née. Ça a été l'une des sensations, honnêtement, aussi bien lors des essais privés hivernaux que, bien sûr, pour ce premier week-end de Grand Prix. Premier Grand Prix pour Tsunoda, premier point. Il a pourtant raté son départ. Il a réalisé ensuite de superbes manœuvres sur Stroll, Alonso, Vettel, Raikkonen et on en oublie sans doute. Un pilote aussi également avec du caractère, on l'a entendu dans sa radio lors des essais libres notamment vendredi. Et regardez ce qu'il déclarait, Yuki Tsunoda, presque déçu de sa course hier. Je suis heureux de marquer des points. J'ai perdu beaucoup de place dans le premier tour, c'était ma grosse erreur et j'ai dû remonter. Je suis à moitié heureux mais à moitié déçu. C'est possible de remonter, donc c'est bien de marquer des points, mais je dois progresser pour Imola. Son père est fan de Fernando Alonso, c'est vrai. Sa maman serait fan de Richard Gottener, ça bien évidemment. C'est un hommage à son prénom. Votre avis sur Yuki Tsunoda, est-ce qu'il vous a plu, Jean-Louis, Yuki Tsunoda? Bien, pour moi, il m'impressionne parce que je pense que c'est le premier japonais que je dirais à peu près normal dans la course. Parce qu'en F1, on en a vu des Japonais passer. Vous n'aimiez pas Kobayashi? Ben moi, je l'aimais beaucoup. Si, bien sûr, j'aimais Kobayashi. Mais Kobayashi, on l'adorait, vous savez pourquoi? Parce qu'on parlait avec Jacques Lafitte et lui de pêche. Kobayashi, c'est un amateur. Il habitait ici, à Levallois. C'est un amateur de pêche. Oui, absolument. Mais t'habites où? Levallois. Répète, j'ai pas bien entendu. Levallois. Absolument, c'est vrai. Un amateur de pêche. Donc on parlait de pêche avec lui. C'est vrai que Kobayashi, c'était un type très amusant et il marche en proto, non, c'est vrai. Mais en F1, les premiers pas de tous les Japonais, y compris Kobayashi, ont été vraiment tremblotants. D'ailleurs, Tsunoda, il dit une chose très juste, c'est le départ. Et le départ, effectivement, c'est impressionnant en Formule 1. Quand vous les voyez tous, il a dû se dire, je ne vais pas toucher quelque chose à mon premier départ. C'est pour ça. Puis après, il a été obligé de remonter. Mais moi, je le trouve impressionnant. C'est le premier Japonais que je trouve bien dans ses chaussures, dans ses pompes, dès le début d'une saison, et pour un jeune qui débute vraiment. Et donc, j'ai trouvé ça très sympa. Justement, le jeune qui débute, on parlait tout à l'heure du départ, sur le tour de mise en grille avec l'incident Pérez. Comme Pérez n'est plus devant lui, il va se placer à l'endroit où Sergio Pérez a démarré. Voilà, des petits détails. Mais bon, pour un premier Grand Prix, effectivement, sur l'ensemble du week-end, je trouve Tsunoda absolument... franchement incroyable, je pèse mes mots, c'est un premier Grand Prix. Tu l'attendais pas à ce niveau-là en tout cas? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors certes, la AlphaTauri, elle est très bien née et effectivement, il y a ce regret de voir cet incident avec Gasly parce que je pense qu'il y a des gros points, il y avait de gros points à jouer pour AlphaTauri. Je pense que sur l'ensemble de la saison, en tout cas sur la première partie de saison, AlphaTauri sera l'équipe aussi à surveiller comme McLaren pour cette bataille pour la 3e place, plus que Ferrari, on en a rapidement parlé tout à l'heure. Moi, il y a un élément qui m'a un peu chafouiné sur ce week-end. C'est la stratégie d'AlphaTauri en Q2 de pousser, mine de rien, Tsunoda, toujours en médium, alors que même si les softs étaient peut-être à éviter en début de course, il fallait quand même, je pense, verrouiller avec ce potentiel de l'AlphaTauri. C'est pas entre une 9e place et une 11e place. Effectivement, peut-être que la 11e place, mieux vaut partir en médium. Je pense qu'avec la AlphaTauri, il y avait peut-être un top 6, un top 7 à aller chercher avec Tsunoda. Je crois qu'ils l'ont regretté un petit peu, cette histoire de pneus, d'avoir tenté le diable. La deuxième chose que je vais dire à propos de Tsunoda, maintenant, c'est ou sa famille ou son équipe qui va le tenir. Il faut absolument pas maintenant qu'il se fasse des voyages au Japon pour un oui, pour un non. Il faut qu'il reste concentré dans son équipe. Donc c'est AlphaTauri, c'est en Italie, mais en Italie c'est une patrie de la course, comme la Grande-Bretagne aussi. Il faut qu'il reste là, qu'il soit vraiment toujours prêt avec son équipe. Sinon, s'il repart au Japon parce qu'il s'ennuie, ça sera une catastrophe. C'est son mode de vie maintenant qui va en partie décider de ce qu'il fera plus tard. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut le tenir. Dernière année de Honda en Formule 1, il risque quand même d'y avoir des sollicitations, parce on sait très proche de la maison mère. Évidemment. Mais pourquoi pas, après tout, je pense qu'il peut rester là et faire des choses formidables. J'ai été impressionné par Tsunoda pour une raison simple, c'est que il est passé de pilote de... C'est bête ce que je veux dire, de pilote de F2 à pilote de F1, dans le sens où généralement on voit des...
on voit des pilotes. Oui, voilà. Ouais. On voit généralement des pilotes de F2 très fougueux, très caractériels, qui tentent des dive bombs. Mazepin, par exemple avant le dive bomb. On oublie le dive bomb. Je n'évoquerai pas Nikita aujourd'hui. Justement, il a fait pas mal de dive un bomb, virage. Tsunoda. Hein, Il a fait pas mal de dive bomb de Tsunoda. Mais Dernier c'était tour, maîtrisé. Stroll, oui, mais complètement. C'est pas forcément péjoratif. J'avais très peur de ça, parce que c'est un pilote qui est très caractériel. Mais vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, manquait de tempérance en F2. Et je ne sais pas ce qui s'est passé cet hiver, mais moi, hier, j'ai vu quelqu'un qui a compris qu'en F1, le plus important, c'est la gestion de course. C'est l'intelligence de course. Vous n'oubliez pas que quand vous rentrez en F1, vous rentrez aussi dans une famille. Et là, la famille AlphaTauri, il y a Gasly, il y a Franz Tost, etc. Et que ces gens-là apprennent des choses à Tsunoda. Parce qu'il il est dans le groupe. Et moi, je trouve que ça, c'est une partie importante de sa performance. Il s'est très bien débrouillé. Il n'a pas... Franz Tost a dû lui dire sur le départ, fais attention, inutile de cracher la voiture. Comme très juste, c'est vous qui avez fait les remarques de la Formule 2, exactement, les gars sont fougueux, etc. Attention, là, c'est pas la même chose, c'est plus long, il faut prendre son temps, si je peux me permettre de parler ainsi, et ne pas faire comme Mazepin qui détruit une bagnole en 3 km. Mais justement, c'est très intéressant, c'est que il est aussi dans le cadre idéal pour prendre ses gammes et progresser. C'est exactement ce que disait d'ailleurs Pierre Gasly. En revenant chez AlphaTauri, il retrouve ce cadre familial qu'il n'y avait pas chez Red Bull et Tsunoda. Il est aussi dans l'équipe idéale à mes yeux en F1 aujourd'hui pour progresser vite, mais de manière assez sereine. Il y a une déclaration très intéressante de Yuki Tsunoda, je vous la partage. Il explique qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est resté bloqué derrière Fernando Alonso. Ça a duré quelques tours. Il expliquait que son papa, fan de Fernando Alonso, l'avait déjà emmené du côté de Suzuka pour lui montrer comment et pourquoi Fernando Alonso à la réaccélération était sans doute l'un des meilleurs pilotes au monde. Et il a dit qu'il avait donc observé chacune des réaccélérations de Alonso en restant blotti derrière lui, et quand il a réussi à le passer, il a essayé il lui a laissé aucune chance grâce à ce petit élément-là. Il est intelligent, Yuki Tsunoda. Ils sont intelligents aussi, ils ont de l'expérience. Ce sont nos champions du monde, en tout cas plus proches de la fin que du début. Sébastien Vettel d'un côté, Fernando Alonso qui faisait son grand retour de l'autre. La Bérésina pour Vettel. On a gardé ce terme italien parce que je trouve que les saisons passent, mais rien ne change pour le moment, en tout cas pour l'Allemand. 18e temps de Q1, P20 sur la grille après pénalité, l'accrochage avec Ocon qui va lui occasionner, je crois, 10 secondes de pénalité. P15 à l'arrivée derrière une Williams, celle bien sûr de George Russell, alors que son coéquipier Lance Stroll a terminé dans les 10 premiers. Et puis, à l'inverse, Alonso, quelle impression il nous a laissé, qualifié en Q3 malgré cette Alpine quand même un petit peu en retrait. La stratégie parfaite aussi également avec l'undercut à la fin de son premier relais. De belles batailles dans le top 10 et c'était plutôt rafraîchissant. Malheureusement, Fernando Alonso, on en parlait tout à l'heure en antenne, semble être frappé par le chat noir. Un papier de sandwich qui est venu se bloquer dans son écope de frein. On rappellera que lors de son premier roulage avec Alpine, lors des essais hivernaux de Sakir, lorsqu'il est sorti de la voiture, un oiseau lui avait fait caca dessus, très clairement. Donc est-ce qu'il y a un chat noir autour de Fernando Alonso? Je ne sais pas vraiment la question que je vais vous poser. Par contre, la question que je vais vous poser collégialement, bien sûr, Vettel déçoit, Alonso surprend. Je pense qu'on sera tous les 4 d'accord là-dessus. Oui, parfaitement d'accord. Alors, on va tout de suite écarter Vettel. Vettel, il fait une erreur de débutant. Il se remet dans l'aspiration juste derrière. On sait très bien qu'à ce niveau de quelques centimètres, il n'y a plus d'appui et que naturellement, il va le toucher. Et il le touche. Bon, ça, c'est réglé. Il prend ses secondes de pénalité. Et ça, malheureusement... C'est visible par tout le monde, ça, maintenant. Et puis il fait la même chose sur Verstappen l'année dernière. Oui, absolument. Voilà, je pense qu'il n'a pas appris, ou alors il faut qu'il se remette dans le bien. Il est jeune encore, Vettel. Attention, on ne l'entend pas trop vite. Il est encore jeune par rapport aux autres. Il a 33 et 33 ans. C'est vrai que c'est plus rien en F1 par rapport à Hamilton ou par rapport à Raikkonen. Mais quand même, je pensais qu'il se serait mieux comporté que cela. Ça, c'est une erreur de débutant. Pour Alonso, moi, j'étais très étonné parce qu'il est le Alonso que je connaissais. Bon, il est à la hauteur de la voiture. Hein. La voiture, il ne peut pas donner plus qu'elle n'a. Il a cette panne. Vous avez oublié dans l'histoire, il s'est cassé la figure en vélo. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, vous avez raison. Et il a une année, il est sorti, je crois que c'était à Barcelone, où il est resté KO dans la McLaren, si je me souviens bien. Van Dorn avait commencé la saison, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, je pense qu'il a ce petit souci-là, mais bon, il reste. Moi, j'ai trouvé que c'était le Alonso. Le même Alonso qu'avant. Oui, le même Alonso qu'avant. Oui, pardon. Il n'y a pas de problème. J'ai venu sur avion pourtant. Oui, le même Alonso qu'avant. Je pense qu'il a quand même conduit avec. Il avait du volant. Le Paris-Dakar, on peut
critiquer, etc. Mais il faut quand même conduire. Les ensembles d'Indianapolis aussi. Le Mans, j'en parle pas. Donc il a conservé son volant et il a conservé, son allure générale. Voilà ce que je vais employer pour Alonso. Je trouve tout à fait dans les cordes par rapport à ce qu'il était avant. J'ai trouvé qu'on n'a pas retrouvé le Alonso qui est parti de la F1. Moi, j'ai retrouvé le Alonso de Renault, en fait. J'ai pas retrouvé le Alonso de Ferrari des années noires, des années McLaren. J'ai retrouvé un Alonso qui dépassait... Avec la Grinta. Qui dépassait comme avec une voiture de taille de guêpe, qui mettait des coups de volant vraiment forts. J'ai retrouvé un Alonso conquérant. Et là où Ricciardo et Sainz se plaignent de ne pas avoir eu assez d'essais pour être sereins avec leur voiture, Fernando, il n'a pas fallu grand-chose avec cette Alpine pour au final prendre la mesure de cette voiture et se montrer. Je voudrais revenir sur le cas Vettel, parce que Jean-Louis nous a parlé de la faute sur Ocon, qui est le point d'orgue de son week-end. C'est un week-end catastrophique. Mais c'est un week-end global qui est catastrophique. Oui, mauvais, oui. Parce qu'on se retrouve... Alors certes, Stroll connaît plus l'équipe, connaît plus la voiture. 8 dixièmes. 8 dixièmes. On est sur un quadruple champion du monde face à quelqu'un qui a été décrié pour... son statut de pistonné. Son statut à lui. Le statut, il lui met 8 dixièmes à Vettel. Il fait une erreur de débutant aussi en qualification en ignorant, comme vous me l'avez précisé hors antenne, un double drapeau jaune. Double, oui. Et même en ignorant le double drapeau jaune, il est 18e en qualif, sans ralentir. Je trouve, sincèrement, que le week-end de Vettel, dans son ensemble, en perdant 5 points sur son permis, est catastrophique. Il y a eu un très bon départ. Voilà. Oui, c'est le seul rayon de soleil du week-end de Sébastien Vettel. Il y a eu un très bon départ, je crois qu'il a gagné 5, 6 ou 7 places sur ce départ, sur ce premier tour. Après, effectivement, il est toujours en apprentissage, comme Ricciardo, comme Alonso, comme Pérez, comme tous les pilotes qui changent d'écurie, qui changent d'univers. Sébastien Vettel, il doit apprendre un nouveau moteur, une direction différente, des freins. Enfin, c'est le comportement global de sa voiture qui est nouveau et que Sébastien Vettel doit découvrir, sachant qu'il avait une charrette la saison dernière avec la Scuderia Ferrari. Donc, on va quand même lui laisser quelques grands prix. J'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute, mais effectivement, il est sur la lignée de cette fin de saison dernière catastrophique. Oui, je vais ajouter une chose. Il n'aura pas vraiment l'occasion de faire beaucoup de bêtises. Moi, je connais bien Laurent Stroll. Je le connais du circuit de Mont-Tremblant et de Ferrari, etc. Il rigole pas du tout, le père Stroll. On l'a vu dans Netflix, oui. Attention, et donc il va falloir que ça s'arrange. Maintenant, moi je pense que à un moment donné, j'ai cru qu'il allait prendre sa retraite, Vettel. C'est en vous disant qu'il est jeune, il a fait 33, 34 ans, que je me dis bon, c'est peut-être un peu tôt, mais après tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait, et la saison qu'il a faite l'an dernier, je me disais, le mieux c'est de raccrocher. De faire autre chose, voilà, il a gagné suffisamment d'argent, il a des enfants, il a une famille, c'est un type très secret, Vettel, il n'est pas dans le show-off, il n'est pas dans les réseaux sociaux, il n'est pas tout ça. Donc voilà, et non, il est revenu, et là, il revient, et je crains un peu la suite des événements. Maintenant, Alonso, il y a quelque chose que je ne vais pas négliger de vous dire, c'est qu'Alonso, au départ, avant qu'il soit choisi, il y avait deux clans chez Renault. Un qui le voulait, l'autre qui ne le voulait pas. Un clan qui le voulait parce que l'histoire était belle, forcément. Le clan marketing aussi, c'était pas mal du tout. Et un autre clan qui disait, attention, Alonso, dans une équipe, c'est un perturbateur. Et moi, je l'ai vu chez Ferrari, à la fin, c'était lui qui commandait, et un pilote ne peut pas commander une équipe. C'est impossible. Il y avait un patron d'équipe, et Alonso, il faisait ce qu'il voulait. Donc, ça, c'est l'autre version, et il va falloir qu'il fasse attention à ce qu'il fait maintenant et qu'il s'applique à être le pilote qu'on attend et pas en même temps mettre son nez partout dans l'équipe. Et justement, c'est à l'équipe de le cadrer. C'est à l'équipe de le cadrer, on est d'accord. Alonso, c'est une personnalité. Oui, mais attention, qu'on le veuille ou non, après, il y a des sacrifices à faire. Oui, Alonso, il va ramener la performance. Encore, on voit cette qualification, avec une Alpine, avec tout le respect qu'on a pour Alpine, mais qui est quand même assez décevante par rapport à ce que moi, personnellement, j'attendais. Moi aussi. Il va aller chercher une Q3 qui, à mes yeux, est complètement inespérée. Ouais. Il va se battre sur le début de course avec Carlos Sainz, avec les McLaren, enfin des voitures qui ne doivent pas habituellement, à la régulière, combattre. Et ce qui va être intéressant, et je crains, c'est pour ça qu'il va falloir tempérer tout de suite par rapport à Esteban Ocon, Fernando Alonso, la comparaison. La saison dernière, notamment en début de saison, Ocon revenait aussi. Et il y avait, ici même sur ce plateau des pistonnés, des critiques parfois sur Esteban Ocon. Moi, je disais qu'il fallait lui laisser du temps. Oui, du temps, ouais. Mais il y avait la comparaison avec Ricciardo. La valeur de référence était Ricciardo. Là, je pense que pour cette saison, la valeur de référence, ce ne sera pas Alonso, ce sera Ocon. Ocon, il va piloter la Alpine peut-être à 100% ou à 95 ou à 98. Alonso, comme ce fut le cas chez Ferrari, comme ce fut le cas partout, il va surperformer. Tout au long des week-ends, tout au long des qualifications, tout au long des courses, il va amener cette voiture à un potentiel
de 110, 115, 120%. Les chiffres, après, c'est oui, bien sûr, rien dire. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il va toujours maximiser, surperformer à un niveau où Alpine ne pourra pas. Et on va voir Alonso parfois finir dans le top 8, ou parfois aller chercher des Q3, et on va se dire « Ah, mais Ocon, il n'est pas capable de faire ça, alors que Alpine a manifestement la voiture. » Non, c'est Ocon fait ce qu'il peut avec la Alpine, et Alonso, lui, va aller chercher des résultats que normalement aucun autre pilote ou que 2 ou 3 pilotes peuvent aller chercher. Nivelé par le bas. Alors, ce que vous dites, c'est ce qu'on demande aux grands champions. Je vous signale. Tout à fait. Performer. Le reste, c'est exactement ça. Ocon, il n'est pas là pour. Il faut, il va falloir. Non, mais Ocon, il va falloir qu'il s'accroche. Il doit pouvoir le faire. Mais Alonso, c'est un drôle de client sur ce plan-là, et il peut exactement surperformer. Moi, j'ai retrouvé le vrai Alonso que je connais bien. C'est la fin des qualifications. Vous l'avez vu tous les deux. On peut faire un dixième et demi de mieux. Voilà, ça c'est Alonso. Ça, c'est Alonso. Il a toujours été comme ça. Clairvoyant. Donc, il voit les choses et tout, et ça, c'était sympa de le retrouver là. Potentiellement aller chercher top 6, top 7 en qualification. Et tu vois, aujourd'hui, avec un midfield si serré, où Alonso dit cette phrase aux essais qui m'a fait mourir de rire, on est entre la 5 et la 15e place. Oui, tu es sur la grille, en fait, Fernando, d'accord. Ok. Mais bon, mais ça veut quand même dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un Ocon P15 et un Alonso P5. Et avec le peu d'écart de performance qu'il y a entre 4-5 écuries visiblement dans le milieu de grille, ce dixième-là qu'Alonso apporte, ces 2 dixièmes-là qu'Alonso apporte, à la fin, c'est peut-être 10 points par Grand Prix, c'est peut-être 7 points par Grand Prix, pour ça, sur 23 courses. Énorme. C'est pour ça, pour la comparaison avec Ocon, il va falloir être très vigilant sur les analyses. Évidemment. Non, mais si un 110-30, à la fin, au classement ça va piquer. Ça va piquer. C'est des millions d'euros qu'on va imputer à Ocon. Clairement. Fin de ce débrief du coup et des 4 enseignements, le débrief du Grand Prix de Bahreïn. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si cette première course vous a plu. Une question sur toutes les lèvres dans les cours de récréation, notamment au lycée, pour les passionnés de Formule 1, parce que la Formule 1 est devenue hype. Paraît-il qu'on peut en parler dans les cours de récréation, ce qui n'était pas notre cas, bien sûr, à l'époque. Mercedes est-elle dans la sauce? Voilà une question de jeune, puisqu'on est un petit peu plus vieux, on va dire. Est-ce que Mercedes est en difficulté dans ce début d'année 2021? Un constat, en tout cas, sur cette première course, la domination sans partage de l'écurie allemande semble être un petit peu remis en cause quand même par Red Bull. Malgré tout, on attendait des Mercedes plus en difficulté. La preuve, elles ont fait P1 et P3, comme le disait d'ailleurs Hamza tout à l'heure. Alors, est-ce que on va juger peut-être le contenu et le contenu notamment du week-end de Mercedes? Regardez un petit peu plus un peu ce tableau, pardon. Mercedes, c'est quoi le problème? Pas au niveau qu'il souhaitait. C'est les propos, bien sûr, de Toto Wolff qui explique, et vous êtes revenu dessus tout à l'heure, que leur V6 semble souffrir de dérating, déficit dans les virages à haute vitesse, je l'ai entendu aussi également dans le débrief, problème d'équilibre notamment à l'arrière, difficile aussi à piloter lorsqu'elle est chargée en carburant. Ça, c'était bien sûr les propos de Valtteri Bottas lors des essais libres 2. Et on a essayé d'identifier plusieurs sources de turbulences qui pourraient faire un petit peu tanguer le bateau Mercedes, ce nouveau règlement 2021. Le départ d'Andy Cowell, qui on le rappelle était l'ingénieur inventeur de ce V6 hybride Mercedes, introduit bien sûr depuis 2014. Les signatures tardives de Toto Wolff et de Lewis Hamilton, est-ce que ça peut être une source de perturbation? Et puis surtout, les progrès de Red Bull et Honda. Regardez une dernière citation pour vous donner encore une fois un petit peu de biscuit avant de discuter. Toto Wolff donc qui disait ceci: Red Bull a fait du très bon travail. Comme il n'y a pas une seule explication à nos difficultés, il n'y a pas une seule solution à trouver pour revenir dans la bataille. Ce n'est que la première course. Red Bull a une meilleure voiture en qualification, mais on a déjà récupéré le retard des tests hivernaux. Toto Wolff finit les balades en trottinette électrique. Il y a du pain sur la planche du côté de chez Mercedes. Alors, faut-il être inquiet par Mercedes? Est-ce que Mercedes est en difficulté, chers amis? Moi, je crois qu'ils sont à la croisée des chemins, pour toutes les raisons que vous venez d'invoquer. À savoir que, est-ce que Hamilton va poursuivre? On ne le savait pas. Est-ce que Toto Wolff va poursuivre? On ne le sait pas encore. Qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle réglementation? Mercedes, c'est un monde à part. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'ils sont venus quelque part, ils ont fait ça. Alors, vous n'étiez pas nés, mais en 54 et 55, c'était ça déjà. Mercedes, ils sont arrivés, ils ont écrasé tout le monde. Il n'y a pas de budget chez eux. C'est le terme qu'on emploie toujours. Mais quel budget? Non, mais chez nous, il n'y a pas de budget. C'est clair et net. Ils font ce qu'ils veulent. Et là, ils sont à la croisée des chemins, à la fois sur le plan budgétaire, à la fois sur le plan des hommes, et pas n'importe qui, Toto Wolff, Lewis Hamilton, vous les avez cités. Donc, je pense qu'il y a eu quand même, non pas des ratés, mais quelques hoquets dans la machine avant d'arriver à grimper tels qu'ils sont. Le moteur, ça va s'arranger.
Andy Cowell, il est parti, mais il n'a pas laissé, il n'a pas mis le feu à l'atelier en Oui, partant. Mais c'est des plans, Donc ça va s'arranger. Il y a des difficultés. Il n'y a pas énormément de choses de changer sur le moteur. Ferrari a fait plus de changements sur son moteur que Mercedes. Mercedes, il faut qu'il entretienne l'histoire. Et je pense que c'est ça. C'est qu'on arrive à un point maintenant où qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je crois que c'est la question qu'il faut poser. Je ne suis pas forcément très inquiet parce que on a vu en 2017-2018 qu'avoir la meilleure voiture à Melbourne ne menait pas à un titre de champion du monde. Ouais. Et que l'expérience de Mercedes dans cette culture de gagne et d'optimisation de son matériel fait qu'au fur et à mesure de la saison, Mercedes se relève toujours depuis qu'ils sont en Formule 1, à part peut-être les premières années où ils souffraient de problèmes de pneumatique. Mais là, je ne suis pas forcément très inquiet. La seule raison qui pourrait me faire dire que Mercedes est plus en difficulté, c'est justement ce qu'évoquait Jean-Louis, c'est cet arrêt du budget illimité. Aujourd'hui, Mercedes a développé sa voiture avec un budget limité, celui de 2022. Est-ce que ça a été les moyens suffisants pour leur permettre de travailler aisément ? Ça, c'est la question que je me pose. Quand je vois qu'ils étaient à la rue aux essais hivernaux, qui sont à 7 dixièmes aux essais libres, 4 en qualif, et qui gagnent, je me dis que l'optimisation et le savoir-faire de Mercedes, il sera là pour compenser les problèmes. Ils sont en difficulté par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière. Parce qu'on a connu d'eux, bien sûr. Voilà, on a vu une machine de guerre, on a vu un TGV, on a vu un bulldozer qui a tout écrasé sur son passage. Et effectivement, sur ce début de saison 2021, j'aimerais bien être dirigeant d'une écurie qui est en difficulté comme Mercedes l'est aujourd'hui. Enfin, factuellement, ils font P1, P3 en course. Ils sont quand même, qu'on le veuille ou non, au-dessus de la concurrence et de loin. Il y a ce duel avec Red Bull qui, j'espère, va nous tenir en haleine tout au long de la saison. Mais les solutions, contrairement à Ferrari qui parle beaucoup, mais qui agit peu ou qui agit mal, on l'a vu ces dernières années, Mercedes, ils vont agir et ils vont trouver très vite des solutions. Le nouveau fond plat qu'on va voir à Imola, il va déjà peut-être régler beaucoup de problèmes et ils vont peut-être récupérer, je ne sais pas, 1, 2, 3 nouveaux dixièmes, on ne sait pas, mais ils ont cette faculté de réactivité pour trouver des solutions à des problèmes ou juste, sur le passé, on l'a vu sur ces dernières années, pour améliorer déjà une base qui était déjà très solide, qui à mes yeux est complètement folle, et c'est une faculté qu'a Mercedes que n'ont pas malheureusement les autres écuries, ou beaucoup d'autres écuries. Vous disiez, Jean-Louis, Mercedes est à la croisée des chemins. On va s'appuyer sur votre expérience. Que doit faire Mercedes ? Parce qu'on le rappelle, il y a quand même une transition aussi à gérer vers 2022 et cette révolution technologique. Oui, révolution technologique, vous l'avez dit, réduction des budgets, etc. etc. Est-ce que Mercedes va poursuivre ? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Oui, complètement. Est-ce qu'ils vont dire, parce qu'après tout, quand vous êtes au plus haut niveau tout le temps, le seul risque que vous avez, c'est de vous casser la figure. Bien sûr. Quand on est comme Williams au fond de la piscine, comme je l'ai déjà dit, on va remonter. Eux, c'est pas le cas du tout. Alors pourquoi ne pas s'arrêter en si bon chemin ? La question se pose. La Formule 1, ça coûte quand même de l'argent. Et vous devez faire attention à quelque chose. L'homme qui était sur le podium, c'est le patron de la finance de Mercedes. Ah, constructeur. Oui, attention, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pour ça qu'il était invité et il vient voir où passe l'argent. Ça, il faut voir les choses comme elles sont, c'est vrai. Bon, alors bien sûr, ça c'est des décisions stratégiques. Hein. On fait de la F1, on n'en fait pas. C'est pas la danseuse du président, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, donc il va falloir faire attention à tout cela. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit poursuivre ? Et je pense que 2021 et 2022, ça sera absolument décisif pour l'histoire. Peut-être même 2021. Si tout se passe comme moi je le pense, comme il le pense lui aussi, ils vont retrouver peut-être pas la formidable avance qu'ils avaient avant, mais quand même une certaine avance. Ça va changer les choses, ça va dire on peut continuer. Mais si c'est très dur tout au long de la saison, comme ça l'a été là, ça sera une autre paire de manches. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Attendons Portimao. C'est noté. Il y a un truc qui est aussi important, c'est les hommes chez Mercedes, comme on en a parlé, Hamilton et Wolff, et d'autres, hein, bien sûr, c'est une immense usine, mais il y a quand même une combinaison, et je le répète, d'optimisation de ce que l'on a. Aujourd'hui, Mercedes semble s'être trompé sur la philosophie de ce qu'on appelle le raking, avec une voiture à l'arrière très bas, avec un angle pas très braqué. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas repenser entièrement la voiture. C'est pas possible. La voiture, elle est faite comme ça, point barre. Ils vont aller optimiser ce qu'ils ont. Et quand d'autres écuries feront le constat de « on s'est trompé, la saison est morte », Mercedes,
eux, vont aller optimiser ce qu'ils ont. Et avec un homme comme Lewis Hamilton dans sa gestion de course, avec un homme comme Toto Wolff à la direction et à la tête, pour moi, ce sont des choses qui font que même si on n'a pas la meilleure voiture, on peut gagner. On s'est souvent insurgé de voir Mercedes dans le mal en qualification, être pas bien, et enfin on va voir autre chose, et ils gagnent la course. Donc, finalement, ils arrivent à se servir de leur matériel pour en faire tout le temps une machine de guerre. Donc, non, l'inquiétude n'est pas forcément là pour moi si les hommes sont là. Valtteri Bottas, c'est pas la même chose. Valtteri Bottas était en perdition totale avec cette voiture. On le voyait dans les virages, peut-être le dernier virage par exemple, un mal fou à inscrire cette voiture à la corde. Un mal fou. Premier virage, un mal fou à, pareil, rester dans la trajectoire. Lewis Hamilton, lui, était plus en difficulté aux essais à la base et a fait ce travail-là pour au final aller chercher la première position. Donc les hommes, pour moi, sont importants chez Mercedes. Mais justement, moi, je suis pas fondamentalement d'accord quand tu dis sur le... Ça j'aime ça. Non, mais... Ça m'est manqué, ça. 103 jours d'attente. Hein. Habituellement, c'est un peu plus violent peut-être, mais habituellement... Enfin, quand tu dis ils se sont trompés sur la philosophie, cette philosophie avec le rake, il n'y a pas que le rake, mais si on prend, parce qu'on l'a beaucoup vu ce week-end, le rake, avoir un rake bas, c'est aussi ce qui a permis cette domination, cette ultra-domination de Mercedes. Donc on ne peut pas dire qu'ils se sont trompés. Ils n'ont peut-être pas envisagé que le changement avec cette perte d'aéro à l'appui, on parle d'appui aéro à l'arrière plutôt. On parle de 10% de perte. Ils n'ont peut-être pas pensé qu'il y aurait autant de difficultés et donc et d'ailleurs on parlait tout à l'heure d'Imola avec ce nouveau fond plat, on parle aussi d'un rake un peu plus élevé. Donc on verra si ça va marcher, mais peut-être qu'ils n'ont pas estimé à la juste mesure le problème ou les difficultés qu'ils allaient avoir. Mais dire qu'ils se sont trompés sur la philosophie, je trouve que c'est un peu fort. Allez-y, je vais rajouter une chose. Quand vous avez une voiture, alors moi j'emploie pareil, que je vais piquer sur l'avant ou pas, c'est l'avant qui détermine tout. Et c'est là où Red Bull, ils sont les plus forts, sur l'avant. C'est pour ça qu'ils ont une voiture très relevée à l'arrière. Mercedes, ils sont moins forts là-dessus. La deuxième chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il y a eu un cafouillage autour du changement de pneus de Bottas. Encore Bottas. Quand il y a un peu de panique chez Mercedes, ça se sent tout de suite avec des trucs comme ça, tout le temps. Parce que ça, c'est une erreur qu'ils font jamais. Ils peuvent mettre 3, 4 secondes éventuellement, mais 10. Pas 10 secondes, et descendre la voiture et la remonter, etc. Il y avait un peu de panique. Et d'ailleurs, vous regardez en course les images de Toto Wolff, il est de marbre. Hein. Tout ça, là, en ce moment, là, à l'heure qu'il est, là, ça, je peux vous dire, il y a des réunions qui sont en train de se passer à Brackley, où il va remettre des choses au point. Voilà. Pas comme mais chez As. Ça, c'est un détail qui ne trompe pas. Il y avait de la panique quelque part. Enfin, de la panique. C'est un grand mot. Mais il y avait une bêtise de fait. On n'a pas l'habitude de On n'a pas l'habitude de ça. Oui, c'est la perfection ou rien chez Mercedes. Et il faut revoir l'avant. Et je pense que vous avez raison. On ne va pas revoir l'avant. C'est impossible maintenant. C'est trop tard. Donc c'est l'arrière qui va être réglé avec un nouveau fond plein, un nouveau soubassement, etc., etc. Exactement, je ne sais plus qui disait ça ce week-end, mais c'est pas, si la solution était juste de lever la voiture, de la mettre plus piqueuse, tout le monde le ferait. C'est pas si évident parce que effectivement, si tu fais ça, la voiture elle a été construite aussi sur une philosophie autour. Et c'est pas si évident. Oui, parce que si c'est ça, c'est que la voiture est très inconfortable à conduire. Hein. Si malheureusement c'est pas prévu, le raking, vous avez une voiture piquée sur l'avant et légère à l'arrière, il n'y a pas pire pour conduire. Vous avez parlé de tension, vous avez parlé de réactions auxquelles on n'était pas habitué de la part de Toto Wolff, mais également de la part de Lewis Hamilton. Regardez un petit peu ce qu'il déclarait. À l'arrivée notamment des qualifications, ce n'est pas un secret que les changements ont été décidés pour nous empêcher de gagner, pour nous ralentir. Il y a eu des changements l'année dernière sur notre moteur pour le même motif, mais ce n'est pas grave, nous aimons le défi. Lewis Hamilton, peut-être un petit peu adepte de la théorie du complot, qui voit en tout cas peut-être un complot F1, FIA contre, pour en tout cas essayer de gêner la domination de Mercedes. On se rappelle aussi également de cette déclaration de Eddie Jordan, c'était il y a quelques semaines, le rocker entrepreneur, ancien patron bien sûr de Jordan F1. La F1 est dans une situation difficile parce que personne ne peut pointer du doigt Mercedes. Ils font mieux que quiconque, mais pour les autres, c'est difficile de trouver le bon sponsor car vous n'allez tout simplement pas rivaliser avec Mercedes. La question elle est collégiale, la question elle est très simple. Et là encore, on va s'appuyer un petit peu sur l'histoire de la Formule 1. Est-ce que le rôle de la F1, le rôle aussi de la FIA, quand je dis la F1, c'est le promoteur, l'organisation, est de mettre fin à la domination pour redoper le spectacle et ne pas voir cette discipline, entre guillemets, mourir, comme nous l'explique Eddie Jordan. Est-ce que c'est son rôle ? Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait, en tout cas, pour redonner de l'intérêt à cette saison ? On l'a vu par le passé, Jean-Louis, lorsque Williams dominait avec ses suspensions actives, lors de la domination de Ferrari, il y a toujours eu les mass dumpers chez Renault. Il y a toujours eu une intervention à un moment donné réglementaire. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre le parti
parti que semble avoir pris Mercedes de tuer la Formule 1 à petit feu. Moi, ça, je ne me dérange pas de le dire parce que je l'ai écrit. Et à force de faire ça, les gens vont se désintéresser de l'histoire. Alors, naturellement, vous allez me dire, non, mais Ferrari et Schumacher. Non, mais Ferrari, c'est pas la même chose. Ferrari, il communie. Dans l'église, c'est le monde entier. Ouais, comme ils disent, on est devant notre public dans le monde entier. Laissons tomber Ferrari. Mercedes, c'est ça. Et donc, on va se désintéresser. Il y a une question à laquelle vous devez répondre, c'est une question de légalité. Vous savez que, généralement, même dans 99% des cas, un sportif qui attaque sa fédération perd le plus. Oui. Parce que, tout simplement, on n'est pas obligé d'y être, de faire ce sport. Donc, si la fédération estime qu'il faut rattraper le temps, je parle de la FIA, mais aussi Formula One, FOM, il faut essayer d'arranger ça, ils peuvent le faire. Et celui qui a les clés en main pour faire ça, c'est Jean Todt, son équipe et éventuellement son successeur. S'ils ont décidé de couper les budgets, oui, effectivement, mais vous l'avez dit vous-même, historiquement parlant, il y a toujours eu quelqu'un pour couper les ailes quand c'était trop dominateur. Et voilà, c'est arrivé. Je parle sous votre couvert, j'espère que vous direz si je dis une bêtise, parce que je suis allé chercher un petit peu dans l'histoire là où il y avait des changements de réglementation à l'issue de problématiques de domination ou choses comme ça. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, une réglementation est arrivée pour couper, légaliser ou interdire ou standardiser un système, une innovation, un développement. Je pense à Brabham avec son aspirateur là, qui donnait une performance folle. Je pense également au turbo qui a été pendant les années 80 très décrié, les suspensions de Williams. Mais aujourd'hui, Mercedes, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Est-ce qu'ils ont un système réellement différent qui leur donne un avantage? Ils avaient le DAS l'an dernier, par exemple. Oui, d'accord, mais ça a été interdit. Mais, voilà. Aujourd'hui, est-ce que c'est le rôle de la FIA ou de la F1 de venir descendre Mercedes alors que Mercedes travaille juste mieux que les autres avec les mêmes règles? Alors qu'avant, c'était des innovations particulières. C'est ça qui me... Oui, mais ça permet aussi à Mercedes d'employer 2800 personnes au lieu de 500 comme AlphaTauri. donc, est-ce que l'innovation technologique aujourd'hui, c'est l'argent que met Mercedes? Non, je comprends bien, mais c'est les gens qui sont payés pour faire ça et pour le faire plus vite ou plus intelligemment que les autres. C'est ça qui fait la différence. Moi, je pense surtout aux hommes. Et quand vous avez des gros budgets, vous pouvez faire des trucs formidables, vous pouvez faire réfléchir les gens. Là, l'équipe Mercedes, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, plus l'équipe qui travaille sur 2022. Oui. Et je peux vous dire que c'est pas 3 bonhommes seulement. Et donc c'est ça que la FIA veut un peu stopper. Et le seul moyen de stopper, c'est par stopper l'argent. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Est-ce que ça n'a pas été finalement depuis les années 70? Oui, c'est le cas, et voilà, et ça va leur couper un peu les ailes. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture dans la philosophie? Oui, voilà. En fait, quand je veux dire, la F1, c'est quelque chose d'élitiste, et quelque part, et d'ailleurs, ça va être une question que je vais vous poser, est-ce que vous vous retrouvez, vous, dans le virage de 2022, cette standardisation, ces budgets capés, c'est pas la Formule 1, ça? Oui, alors, oui, je comprends bien. Ça m'intéressera moins, ça c'est vrai, vous avez raison. On peut dire aussi qu'on vous donne une somme d'argent, et le plus débrouillard se débrouille à l'intérieur de cette somme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un sport, c'est de la haute technologie, mais c'est aussi un spectacle. C'est un show, la F1. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et si le show est toujours le même, ça ne marche pas. Ce qu'on avait promis, je me souviens très bien d'une phrase du grand patron de TF1, on m'avait promis un feuilleton, avec les mêmes acteurs, mais à chaque fois une histoire différente. Or, c'est pas vrai. C'est les mêmes acteurs, c'est toujours la même histoire. C'était Schumacher, pour ne rien cacher. C'était ça. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait un peu de changement. Il faut qu'il y ait du show. Si le show est fichu, vous, les Grands Prix, c'est comme moi, ça vous intéresse pour telle et telle et telle raison. On le sait bien. On connaît les pilotes, on voit les voitures, etc. Mais il faut penser qu'on s'adresse à un grand public. Et il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas le lasser avec le nombre incalculable, par exemple, de victoires comme Mercedes. Et justement, ce qui me chagrine, moi, c'est qu'on coupe l'herbe sous le pied de la perfection, entre guillemets. Parce que Mercedes, qui font sur... comme un nivellement par le bas. Oui, exactement. Et moi, ça c'est toujours quelque chose... Peu importe le sport, peu importe, même dans la société. On est des romantiques. Niveler, non mais... Je vais lui répondre. niveler vers le bas, ça me pose problème. Moi, quand Mercedes arrive la saison dernière, pour prendre l'exemple le plus récent, avec le DAS, je suis complètement fasciné. Et quand on me dit, non mais finalement le DAS c'est interdit parce que les autres n'ont pas travaillé. Moi j'ai une question, si Ferrari avait fait le DAS, ou si AlphaTauri, ou si une équipe, ou McLaren qui est à la chasse de Mercedes avait fait le DAS, est-ce que le DAS
aurait été illégal. Moi, c'est la question que je me pose. Et j'en suis pas sûr. Voilà. Alors le DAS, c'est quand même quelque chose de très à part parce qu'ils l'ont vraiment très très peu utilisé. C'était très compliqué pour les pilotes. Mais votre réflexion, elle me fait penser à deux pilotes de Ferrari que j'ai beaucoup aimés, Niki Lauda et Claire Regazzoni. Est-ce qu'on aimait Niki Lauda, la perfection, surnommé l'ordinateur, et rien n'était drôle, ou Regazzoni, qui sortait dans les boîtes de nuit, qui déconnait avec nous, etc. etc. C'est ça. Donc la perfection, c'est bien. Mais peut-être que de temps en temps, c'est un peu rasoir. Il faut voir les choses en face. Et en Formule 1, dans le groupe où j'étais, on adorait Rega. J'étais, comme disait Enzo Ferrari, mannequin, noceur, viveur et accessoirement pilote de course. Mais voilà, c'est ça. Ou Lauda, qui était surnommé l'ordinateur, qui boum, passait les trucs et tout. C'était carré. C'était carré. Vous êtes plus Hunt que Lauda, alors. Ouais, non, mais c'est. J'aurais jamais cru à ça, vous voyez. Mais là où ils étaient formidables, c'est quand on les avait tous les deux. Oui. Voilà, ça c'était vraiment extraordinaire. Hunt et Lauda, d'ailleurs, ils s'adoraient l'un et l'autre. Ils étaient tellement opposés. Mais voilà ce que je veux dire. C'est ça la perfection. Est-ce que de temps en temps, c'est pas un peu ennuyeux? Mais est-ce que 2022, moi c'est une vraie question que je me pose. Je pense à Williams, mettons. Williams, c'est l'archétype. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus la famille Williams, mais de la famille qui arrive avec un savoir-faire et un artisanat et qui arrive au plus haut niveau avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, 2022, ça ne tue pas cette histoire et on n'arrive pas à une Formule 2, un modèle de Formule 2, quoi, avec des voitures très très standards. Et alors oui, le spectacle est bon en F2. Moi, j'adore regarder la F2. Mais est-ce qu'on a signé pour ça la F1? C'est pas l'élite du sport automobile. Oui, c'est un peu vrai, mais est-ce qu'on n'est pas déjà à ce niveau-là en F1? Vous voyez beaucoup de voitures vraiment très différentes dans les coques, par exemple. Vous avez vu les normes pour les coques? Oui. On ne peut pas fabriquer une coque spéciale. Chapman, aujourd'hui, Colin Chapman, n'aurait aucune raison d'être. Exactement. Il aurait eu, alors lui, non seulement les ailes, mais les mains, les jambes, tout coupé. Parce que c'est ça, on est arrivé à de la standardisation. Alors c'est vrai, il ne faut pas qu'on fasse comme la Formule Indianapolis, mais regardez, à Indy, c'est les mêmes châssis partout, et pourtant il y a des vainqueurs, et des choses qui vont bien, des choses qui ne vont pas bien. Donc c'est ça. Pour en revenir à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, attention à la perfection, de temps en temps c'est un peu trop. Jean-Louis, on a envie d'avoir, puisqu'on est sur un débat sur justement l'évolution de la Formule 1, on a tendance parfois dans cette émission à être jeune mais être un peu vieux con. Je vous le dis très clairement. Voilà, vous avez connu l'âge d'or de la Formule 1, vous l'avez vécu de près en tant qu'acteur, observateur. L'évolution de la Formule 1, il y a par exemple un de vos confrères, Jean-Luc Roy, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Il faut sauver le soldat F1 », où il y avait beaucoup de thèses qui étaient énumérées dans ce livre. Où est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette évolution de la Formule 1? Est-ce que vous vous y retrouvez dans l'évolution de ce sport et de ces disciplines? Alors, je vais vous répondre de façon très sincère. J'étais très axé sur la technique. D'ailleurs, quand on a raconté, vous avez lui-même raconté les animations techniques, etc., etc. Mais ça, maintenant, déjà, c'est trop compliqué. On ne peut pas montrer ça aux gens. Voilà. Allez montrer un moteur de F1 à quelqu'un, même qui aime la F1, laissez-le devant. Bon, alors raconte-moi comment c'est là-dedans, etc., etc. Vous allez voir ce que c'est. Un moteur de F1, c'est devenu un truc hyper trop compliqué. D'ailleurs, au départ, j'étais assez contre ce moteur-là, mais Mercedes était arrivé avec ses armes en disant, je voulais vous le rappeler tout à l'heure, moi, on rigolait chez Renault après les courses, 18h, 19h, et là, tout d'un coup, ils disaient, non, attention, Jean-Louis, tu dois partir, il y a les ingénieurs de chez Mercedes arrivent, avec les plans des moteurs hybrides. Et ils avaient dit à la FIA, on vient, on reste, s'il y a le moteur hybride, sinon on s'en va. Et donc, ils étaient prêts avant tout le monde. Et ils ont toujours un peu d'avance. Donc, on doit faire attention à ça aussi. Maintenant, c'était mieux avant. Je sais pas, moi, il y a plein de garçons qui m'intéressent maintenant. Je suis content de voir ce que va faire Hamilton, content de voir ce que va faire Verstappen. J'aime beaucoup Charles Leclerc. J'attends de voir ce que Ocon va faire, etc., etc. Non, le pôle d'intérêt s'est déplacé. À un moment donné, et ça, c'est Lotus qui a amené ça, Colin Chapman, où on est devenu vraiment très technicien. C'était obligatoire. Parce qu'avant ça, les Formule 1 étaient quasiment toutes pareilles. Vous prenez les Brabham, les Cooper, etc. C'était le même truc. Colin Chapman a amené des choses vraiment différentes. Et puis Fort Guéry chez Ferrari aussi. Alors là, on a été obligé de s'intéresser à la technique. Et puis maintenant, la technique, le moteur hybride, tout le monde s'en fiche. Finalement. Il n'y a que les motoristes que ça intéresse. Et donc, il y a d'autres pôles d'intérêt. On a parlé de Vettel. Qu'est-ce que va faire Vettel il y a 3 ou 4 fois la même histoire? Intéressons-nous aux hommes si on ne peut pas s'intéresser à la technique. Et ça,
Quand vous êtes dans un paddock de F1, le paddock de F1, c'est une vie. C'est-à-dire qu'il y a les méchants, les gentils, c'est un cinéma, c'est un cirque qui s'installe. C'est ça l'intérêt. Tant pis pour la technique, on verra ça un autre jour. Messieurs, un dernier mot sur cette question, sur ce débat. On a absolument tout dit. Je vous propose tout de suite qu'on en profite et qu'on joue un petit peu. On profite de votre présence, Jean-Louis, promis. Après, on vous laisse partir de ce studio. C'est sans doute l'une des émissions les plus longues de l'histoire des pistonnés. On revient fort cette année. Tant mieux. Et si on est en retard, mon cher Jean-Louis, je refais la blague, mais si on est en retard, mon cher Jean-Louis, c'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Voilà, ce petit conducteur qui n'est jamais respecté, mais à culpa, bien sûr, mais pour votre plus grand plaisir. Le quiz, on va jouer ensemble. 3 parties dans ce quiz. Qui a dit quoi, un quiz énumération de toute beauté et un Roland Gamos. Je vous expliquerai les règles au fur et à mesure, mon cher Jean-Louis. Comme ça, tout va bien se passer. Non, mais j'ai un équipe. La première partie, ce sont les citations. Donc, équipe Jean-Louis Moncey contre équipe pistonné. Alex Caldi, c'est un prêt, bien sûr, dans l'équipe Jean-Louis Moncey. Bravo, c'est une belle carrière. Prêt payant ou pas parce que... je ne sais pas. On en parlera à la fin de cette émission. Première citation. Qui a dit ceci? Il faut retrouver l'identité de l'homme qui a dit que Verstappen est Zach Brown. Il l'a dit d'abord. Oh. Ah ouais? Évidemment que je l'ai dit d'abord. Pour moi, c'est équipe pistonnée, forcément. Zach Brown qui a dit ça. A-t-il acheté l'Almanach des Sports de 2050? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble avoir l'information. Deuxième citation à vous amener, ça va aller très très vite. Je n'ai jamais voulu dire que j'étais Alonso. Pour le coup, c'est encore. C'est en face. D'accord. 2-0 pour l'équipe des pistonnés. Voilà, c'était histoire de chauffer. C'était histoire de chauffer. Je vous ai préparé un quiz d'énumération de grande qualité. Vous allez le voir, la question va apparaître sur votre écran. Et je vais vous la lire forcément. L'énumération, je vous explique. En fait, les premiers vainqueurs des saisons précédentes. C'est-à-dire, je vais vous demander de me retrouver dans l'ordre. Dans l'ordre. Ah, bien sûr, dans l'ordre. Non, mais attends, en fait, je vais essayer d'être clair. C'est jamais clair quand je fais le Je vais essayer d'être clair. On va partir de l'année 2021. Ah oui, d'accord. Donc, une équipe me donne le vainqueur de 2021. L'autre équipe me donne celui de 2020. Et ainsi de suite. Vous voyez? Le champion du monde ou le... Non, le vainqueur du premier Grand Prix de la saison. Premier Grand Prix. Le vainqueur du premier Grand Prix de la saison. Puisqu'ils n'ont pas marqué de points, j'offre la possibilité, bien sûr, à l'équipe Jean-Louis Moncey de commencer avec le premier vainqueur de cette année 2021. Du coup, Lewis Hamilton. Hamilton, alors. Voilà, très bien. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas en 2020. C'est exactement ça. 2019. 2019. Hamilton 2019, il me semble que c'est Bottas. C'est Bottas. Bottas, bravo. C'est Bottas en Australie. 2018. Il me semble que c'est... Non, c'est pas une Ferrari. C'est Sébastien Vettel, il me C'est semble. Sébastien Vettel, bravo. 2017, désormais. C'est encore Sébastien Vettel. C'est encore Sébastien Vettel en 2017. Il est très fort. Hein. 2016. Oh, le compliment de... Ouais, attendez Jean-Louis parce qu'il en a fait des bonnes. Il met un E à Damon Hill, par exemple. 2016, c'est Nico Rosberg. Nico Rosberg, bravo. Bravo. 2015. Normalement, vous devez l'avoir. Ah, je l'ai, je crois. 2015, vous devez l'avoir normalement parce que soit Hamilton, soit... vous avez regardé Canal+. Ah bah non, Jean-Louis, je vais pas vous aider. L'info a été donnée. Sur ça, je regarde, il pianote. Il pianote Ah non, quoi, pas là du tout. Non, ce sont mes notes. 2015. Vous êtes mauvais joueur, en fait. 2015, je ne sais pas. 2015. Je crois que c'est Rosberg aussi. Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Rosberg. Mais tu l'as? Je crois Vas-y. que c'est Sébastien Vettel. Non, c'est pas Sébastien Vettel. Il est en Malaisie. C'est Lewis, du coup. C'est Lewis Hamilton. Ah. Allez, on continue. On a eu de la chance. s'il vous plaît. Encore Le point, il est à nous. Ah non, bah non. Mais non, on a tous les deux tort, donc c'est... Ah, oui, d'accord. C'est pas grave, c'est pas Vous grave. avez tous les deux tort. Est-ce que tu as 2014 non. Partons du principe qu'ils ont dit Hamilton 2015, 2014. C'est Hamilton, c'est Rosberg. 2014. C'est bon, je l'ai. Non, c'est Lewis Hamilton. Hamilton, ouais. Eh non, c'est Non, Rosberg. c'est Hamilton a Rosberg. abandonné. Exactement. Exactement, mais J'ai mon visage qui descend. Heureusement comme ça, qu'il est avec demain, moi. Hein. Moi, je ne sais rien du tout de tout ça. Moi, je suis jamais intéressé à ce ça. score m'arrange, les amis, parce que, on va passer à la partie finale. Je vous rappelle que la partie finale, c'est ce qui s'appelle le Roland Gamos. Le Roland Gamos a été inventé par un certain Mehdi Maizi, qu'on aime énormément à la First Team. On ne lui a pas payé le concept, mais il nous l'a prêté gratuitement. Le concept, c'est je vous donne un nom de pilote, vous me trouvez un coéquipier qu'il a eu dans sa carrière, et à partir de ce nom de coéquipier, l'autre équipe doit en retrouver un autre coéquipier. Bref, c'est pas très clair comme ça. On a des conseils. Mais Je vous savez. vois. Ouais, mais c'est très stratégique. Je prends quand même le téléphone parce que je vais avoir besoin d'aide. Ah bah oui, là, oui. Ah bah nous aussi. Non, Jean-Louis, je vous jure que vous avez un logiciel, je pense, bien Non, plus non, développé je que le suis pas mien. du tout pour ça. Alors, le premier nom que j'ai envie de vous donner,
C'est un pilote des années 90. C'est en regardant TF1. Attends, on vient sur. C'est en regardant TF1 qu'on a adoré ce garçon. Et d'ailleurs, qui est marié avec une de vos anciennes collègues, mon cher Jean-Louis, c'est David Coulthard. Tout à fait, David Coulthard. Vous pouvez me citer un coéquipier, il a eu 9 coéquipiers, David Coulthard, dans sa carrière. Oui. On commence avec les vainqueurs. Ça me fait plaisir. Un équipier de David Coulthard, alors Mansell. D'accord, tout à fait. Il nous prend direct dans le vieux. T'aurais pas pu dire Raikkonen? J'ai un doute, Jean-Louis. Parce que Mansell avait remplacé David Coulthard, mais est-ce qu'il a fait équipe avec David Coulthard? Je me demande si Williams. Il a été, quand il y a eu l'accident de Senna. Oui, il y a eu d'abord Mansell, et ensuite Mansell a cédé sa place à Coulthard, je crois. Je vous laisse recommencer. Bon, alors, c'est le bonus Jean-Louis Moncey. Attends, c'est pas tous les jours qu'on l'a dans l'émission. Non, alors Démonil, alors. Démonil, bravo. Voilà. Démonil, un coéquipier de Démonil, on cherche. Oh bah. Avec un E. Il y a eu Jacques, non? Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Jacques, non? Mais si tu dis Jacques, non, mais si tu dis Jacques, est-ce que après. Non, mais moi je dis Jacques Villeneuve. Il faut choisir celui qui sera. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais là, moi je n'en ai pas 36 ans. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Ok, c'est parti pour Jacques Villeneuve. Panis. Panis, en effet, chez Barre, tout à fait. Qui était coéquipier de Panis chez Barre? Barre, je sais pas. Sato. Est-ce qu'on peut prendre? Il n'y a pas Damada. Vas-y. Balance, vas-y. Non, mais toi. Le chrono tourne, les amis. La stratégie Takuma Sato. Takuma Sato, c'est faux. Le point est ici. Damata. Toyota Damata. Damata, bravo, messieurs. C'est fini. Bravo, messieurs. Égalisation, on va la jouer. Tout va se jouer sur quelqu'un qu'on aime énormément, à savoir Monsieur Fernando Alonso. Ah, si, vale. Ça commence ici. Allez. Sumo de Nara. Ça commence chez nous? Ça commence chez vous, bien sûr. De quoi? Ah, le coéquipier d'Alonso? Le coéquipier d'Alonso. Vas-y, Esteban Ocon. Esteban Ocon, très bien. Je voulais pas dire ça. Mais... Ah bah, t'as dit. J'en ai un, sûr et certain. Esteban Ocon, ouais. Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein. Alors attends, excuse-moi, je veux juste que je vérifie 2016, parce que pour être sûr et pour apporter un propos de qualité quand même dans cette émission. Tu cherches très loin là. Hein. Il a 12 coéquipiers. Oui, Pascal Wehrlein, nanani, nanana. Premier coéquipier chez Pascal Wehrlein, en effet, 2016. Attends, non. Oui, 2016, Pascal Wehrlein. Ils ont fait 9 grands prix. 9 grands prix. Il est avec Wehrlein. 9 grands prix côte à côte. Sur la première partie de saison. Là, ça commence à se tendre. Oui, Rio Oriento. La maison Comte s'installe dans cette équipe. Attends. 12 grands prix. Ah oui, 12 grands prix. Allez, voilà, c'est fini. Alors là, je crois qu'on a une victoire. Est-ce que vous avez quelque chose? Mais je suis pas sûr. Est-ce que vous avez un coéquipier de Rio Non, mais c'est pas possible. Ils ont gagné. C'était le seul coéquipier de Pascal Wehrlein. Bravo, bravo messieurs. Vous l'emportez 3-2. Voilà, c'est une émission de foot aussi. À la fin, cette émission des pistonnés. Jean-Louis, merci infiniment d'avoir été avec nous. Juste une question. Allez-y. Il y avait marqué pronostic Grand Prix de Belgique à la fin du. Oui, il s'est trompé. Mais vous savez quoi? Vous voulez qu'on donne le après les vacances? Ça, c'est une erreur sur ce conducteur. Ah bon, et en plus, Jean-Louis, quand je vous ai parlé de pronostics au téléphone, vous m'avez dit je ne faisais que des pronostics avec Bernier et Ecclestone. Et je me suis dit qu'on n'était pas à ce niveau d'envergure pour vous demander votre pronostic. pronostic. J'aurais pu vous en raconter. Ecclestone, Briator, Todd. Mais ça, quand ils se sont mis à jouer tous les trois, on ne pouvait plus suivre, parce qu'ils pariaient $10 000 à chaque fois. Nous, on ne pouvait pas. Nous, on pariait $100 quand tout allait bien, quand on était riche. Bah nous, on peut faire 10, mais pas plus. Ça ira bien. Voilà. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous. C'était un grand bonheur de vous avoir. Merci à vous. Je vous donne une carte de membre, vous revenez quand vous voulez. Un club 500 des pistonnés. Vous appelez le club 500 des pistonnés. Exactement. On pourrait vous voir sur des circuits Grand Prix de France cet été ou... Ça pourrait arriver, oui, un peu, mais non, mais comme ça, par envie de revoir un peu les copains, etc., voir comment tout ça a évolué. Parce que sinon, je vous l'ai dit, c'est un bagne. La F1, il y a 23 Grands Prix, vous vous rendez compte? Reposez-vous, vous avez raison. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de votre présence. Merci les gars d'avoir été avec nous. Merci Alex pour cette très très belle chronique. Merci à vous. Le grand retour des pistonnés. Plus de 100 jours d'attente, mais vous le voyez, la promesse, elle est bien là. Prenez soin de vous, bien évidemment. Le prochain rendez-vous, ce sera après le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Mais mon petit doigt me dit qu'on va pas vous laisser 3 semaines sans émission. On va revenir très très vite parce qu'on a un grand besoin de parler de Formule 1. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été là. Merci la First Team Sport surtout. Et puis restez fidèles, abonnez-vous. Les comptes réseaux sociaux des pistonnés. Restez bien connectés. Voilà, le petit like, le petit j'aime et le petit abonnement sur First Team Sport. Salut, bonne journée et à très vite.